Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 1h, vous avez carte blanche puisque vous composez entièrement le menu de cette émission en abordant tous les sujets qui vous tiennent à cœur au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin sous le regard attentif de Vivian Lecuivre qui réalise l'émission. Vous pouvez également nous joindre à tout instant pour réagir à un témoignage à ce même numéro 39 21 si vous voulez dialoguer avec nous à l'antenne. Si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez vous manifester par courriel sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. C'est parti pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de partage. Je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors, je pense que Assiba a dû vous résumer un peu. Oui, vous voulez me parler de votre nièce de 20 ans ? Pas encore, à la fin du mois. Mais je trouve qu'elle a un comportement... je trouve pas le mot exact, inconscient. En l'occurrence, c'est peut-être le mot qui convient. Pour résumer, samedi, nous avions une fête de famille en fin d'après-midi. Et le vendredi soir, elle est apparemment sortie avec des amis. Elle a beaucoup bu, elle s'est couchée très tard le matin, elle s'est levée l'après-midi sans déjeuner et sans avoir mangé depuis la veille le matin. Et évidemment, quand elle est arrivée, elle a fait un malaise, une hypoglycémie. Mmh. J'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas conscience que ça aurait pu lui arriver au volant, à 2 minutes près. Allô, Caroline ? Oui, je vous écoute. Excusez-moi, je vous entendais plus. Mais parce que je vous écoute. Donc, j'ai eu l'impression que, apparemment, elle n'a pas conscience que ça aurait pu y arriver au volant. Elle m'a rétorqué que, mais elle était toujours malade et elle était toujours comme ça quand elle avait bu et qu'elle avait l'habitude de boire beaucoup comme ça. Moi, sur le moment, je n'y ai pas dit, mais prends pas le volant sans avoir mangé ou un truc comme ça. Et de toute façon, est-ce que la veille, elle est sortie, est-ce que c'est elle qui conduisait ou est-ce que c'est ses amis, j'en sais rien. Mais pour le coup, ça fait que même pas 6 mois qu'elle a le permis, elle a déjà 2 points à moins sur ce qu'elle a fait avec cette vitesse. Il y a quelque temps, je l'avais un peu enguirlandée au niveau de sa consommation de cigarettes parce que je trouvais qu'elle sentait fort le tabac, pourtant je suis moi-même fumeuse. Donc j'ai dit quand même, tu pourrais faire attention à aérer tes vêtements, te changer, ou si tu as besoin de faire des lessives, viens les faire chez moi. Ouais, elle a 20 ans en même temps, attention je veux pas dire, attention de pas être la tante trop tape dure non plus. Non, je voudrais pas, mais... Enfin, vous voyez, je comprends votre inquiétude, mais vous êtes la tante, vous êtes la tante, quoi. Vous n'êtes pas sa mère non plus. Oui, sa mère, elle est plutôt aux abonnés absents, justement. Oui, alors c'est peut-être pour ça que vous jouez ce rôle, mais bon, en même temps, une tante a un rôle un peu différent. Oui, tout à fait. Parce que si vous voulez le message trop répressif avec des jeunes ne passe pas particulièrement. Que vous soyez inquiète, c'est une chose, mais que vous soyez
trop comme ça par rapport à la consommation de tabac, à dire d'alcool, dire effectivement, dire L'alcool, je c'est lui ai rien dit parce que parce que qu'elle fasse si elle a fait la fête la veille et qu'elle s'est alcoolisée avec des amis, ça peut être effectivement, c'est déjà différent, c'est dans le cadre d'un côté un peu festif avec des amis, ça veut pas oui, dire. mais apparemment, elle se met très mal. Elle sait très bien, d'après ce qu'elle m'a dit, d'après ce que j'ai compris, que l'alcool la rend malade et elle boit au point de se rendre malade, quoi. Au point qu'il y ait des traces. Comment le savez-vous? Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oui, mais ça me rend toujours malade, ça me fait toujours ça quand j'ai bu de l'alcool. Bon, en plus, après, elle a poussé le culot à me dire, mais Tati, quand est-ce qu'on se fait une petite virée pour voir qui c'est qui tient mieux l'alcool des deux? Provocative en plus. Bon, j'ai pas réagi parce que bon, c'était pas le moment. On avait une fête de famille, donc j'ai laissé tomber. Mais du coup, je sais pas si justement je dois lui en reparler, si je dois lui faire part de mon souci, parce que c'est quand même inconscient d'en arriver au point d'avoir un malaise. Ou si je dois laisser tomber. Alors c'est certain que du côté de sa mère est... Alors vous me dites, voilà, parlons des parents un peu. Vous me dites sa mère est aux abonnés absents. Que voulez-vous dire? Aux abonnés absents, elles se voient, mais elles sont pas, j'ai l'impression, en très bon rapport. Sa mère a choisi de refaire sa vie dans un village à côté de chez nous, avec quelqu'un au moment de leur préadolescence, parce qu'elle a une plus jeune sœur de 3 ans de moins qu'elle. Elle les a laissés vraiment seuls à l'appartement qu'elle occupait, qui est dans la villa des grands-parents maternels, mais les grands-parents maternels ne sont pas trop là. Ils sont à la retraite, ils partent à droite, à gauche. Bon, pas très loin de chez mon frère, à 200 mètres de chez mon frère. Donc sa mère, c'est votre belle-sœur? L'ex-belle-sœur. Ils sont divorcés. Pas très loin de chez mon frère et pas très loin de chez mes beaux-parents. Mais quand elle est partie, la nièce en question avait 13 ans. Retrouver livrée à soi-même à 13 ans. Elle était avec son père, donc. Même, à la limite, c'est pas mon problème. Non, c'est pas ce que je dis. Elle était avec son père. Non, elle ne vivait pas dans la maison de son père. Elle vivait dans l'appartement collatéral à la maison de ses parents maternels, mais elle vivait seule. J'insiste bien sur ce point. Mais elle vivait seule. Bon, mais alors aucun, ni le père ni la mère. Le père, il les voyait régulièrement. Il a qu'à ouvrir sa fenêtre pour voir la maison de ses ex-beaux-parents. Oui, non, mais enfin, c'est pas du tout la même chose de voir. Là, tout à fait. Et comme vous le dites, on ne laisse pas un enfant de 13 ans vivre seul dans un appartement. Elle savait qu'il pouvait y aller, qu'elle pouvait y aller quand elle voulait. La porte était ouverte, elle avait les clés. Pareil pour les grands-parents maternels à côté, mais c'est bien séparé, quoi. Mais bon, c'est pas là le problème aujourd'hui. Ah si, d'une certaine façon, c'est le problème aujourd'hui peut découler aussi d'un état de fait, c'est-à-dire 13 ans, c'est quand même un âge où on a particulièrement besoin des adultes, même si on commence à entrer en opposition avec eux, mais c'est un âge où on a besoin de les sentir là et présents. Tout à fait. Quant à mon frère, bon, il était là, mais il a un problème qu'il nie avec la boisson. Donc, elles l'ont déjà vu se mettre carton rouge, comme on dit. Si vous comprenez. Je connais pas cette expression. Se mettre complètement ivre. Donc votre frère, lui, un problème est alcoolique. Il a un problème à l'alcool. En tout cas, il a une dépendance. Dire qu'il est alcoolique, il refuse absolument de dire qu'il est alcoolique. Ça fait des années qu'il il est dans le déni, mais il a ce problème-là. Donc, ce qui se passe avec ses filles, j'ai pas l'impression qu'il le voit très bien. Bah non, s'il est lui-même dans un déni. D'autant qu'il a la psychologie d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il n'est pas très psychologue. Oui. Il s'énerve facilement, il monte facilement en vapeur et d'ailleurs elles sont pas en très bons termes aussi bien l'une que l'autre avec lui. Donc bon, moi Donc il y a une sœur aussi, hein, c'est ça? Oui, il y a une sœur qui a eu 16 ans.
D'accord. Qui a un peu plus de 3 ans de moins qu'elle. Et alors, elles vivent comment ces deux jeunes filles là? L'aînée vit avec son copain depuis quelque temps. D'accord. Et la seconde est toujours dans la même situation, dans l'appartement, seule, à côté de chez ses grands-parents maternels, mais seule, livrée à elle-même. Oui. Oui, tout Non, à mais fait. on est Tout à d'accord, fait. Bon, c'est une forme d'abandon moral. Tout à fait, tout à fait. Donc ça laisse finalement dans ces cas-là, quand on est dans un manque, on cherche ses limites et du coup on les repousse constamment, ces limites, et jusqu'à tester au maximum. Donc ça peut être effectivement à travers l'alcool, à travers autre chose, à travers des excès de vitesse, à travers beaucoup de choses. Donc c'est lié. Vous voyez, quand vous me disiez non mais là n'est pas le problème, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. C'est-à-dire que ces comportements aujourd'hui de votre nièce reflètent une difficulté. C'est là où vous avez raison de vous en préoccuper. Mais en même temps, pas dans le. Il ne s'agit pas avec elle d'être comment dire. Vous en préoccuper, parler avec elle. Mais pas de façon dans une attitude de culpabilisation où je crois qu'elle a besoin avant tout d'être entourée et de se sentir soutenue. Je ne sais pas comment faire, c'est bien ça. Mais justement, quel lien avez-vous avec elle ? Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais plutôt des bons rapports, mais là franchement depuis sa majorité, je ne la trouve pas heureuse. Avant, c'était une jeune fille qui était plutôt pleine de joie de vivre. Alors, je ne sais pas si c'est depuis qu'elle est avec ce garçon avec lequel elle vit, si c'est un rapport quelconque ou quoi, je n'en sais rien. Mais je lui ai fait déjà 1 ou 2 fois la remarque, je ne la trouve pas pétillante comme on doit être quand on a 20 ans. Enfin, comme je pense qu'on doit être quand on a 20 ans. Oui, comme vous pensez, Christine, mais... Elle était avant... on a l'impression qu'elle porte la misère du monde sur ses épaules. Ben oui, mais qui a dit qu'on devait être forcément insouciant à 20 ans ? Elle était plutôt comme... Quelle est cette image-là ? Vous voyez, cette idée que c'est comme le fait de penser que les enfants sont forcément insouciants, et il y a des enfants qui peuvent être dépressifs, il y a même des enfants qui ont envie de mourir, hein. Donc il y a des jeunes qui peuvent être aussi très mal. Donc si vous voulez, ça ce sont des images que vous avez en tête, et l'idée qu'à 20 ans on est forcément insouciant, mais votre nièce peut effectivement être un moment de sa vie où c'est compliqué et où elle se cherche. C'est en plus un âge où on se cherche, hein, et puis où il y a des parcours qui sont plus compliqués que d'autres, et puis où son histoire, d'après ce que vous me dites, et elle n'a pas eu à un âge où elle en aurait eu besoin de tuteur. Oui, c'est sûr. Mais bon, jusqu'à 2 ans, elle était comme je m'imaginais qu'elle soit, gaie, oui. déconneuse, la gamine de 18 ans normale. Toujours pareil, elle était rieuse, insouciante, et puis du jour au lendemain, elle a changé. On dirait qu'il y a un masque qui est tombé sur les épaules. Peut-être, oui. Je n'arrive pas à voir d'où ça... Et je ne sais pas comment lui parler. Je sens bien, mais si vous voulez, elle a besoin. C'est pour ça que je vous mettais en garde contre une attitude qui serait plus de l'ordre du jugement, de la réprobation. Oh non, là, j'ai absolument rien dit. Je me suis permis quand même à un moment d'intervenir quand vous parliez par rapport au tabac, même si, bien sûr, que sur le fond, on ne peut que vous donner raison. Alcool, tabac, surtout alcool au volant. Mais si vous voulez, que vous souhaitiez faire passer un message de prévention, c'est une chose, mais tout est dans la manière de le faire passer. C'est-à-dire que si elle perçoit de votre part du jugement,
elle va mettre de la distance avec vous. Or, elle a besoin de sentir avant tout de la bienveillance. Ce dont, semble-t-il, elle manque autour d'elle. C'est-à-dire ceux qui devraient être là pour la soutenir, pour l'épauler, ne sont, d'après ce que vous me dites, pas là. Parce que son père, lui-même a un problème avec l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités par ailleurs et que c'est pas quelqu'un d'estimable par ailleurs. Mais sa mère, pour d'autres raisons, n'est pas présente. Et qu'en tout cas, à partir de l'âge de 13 ans, cette jeune fille, tout comme sa sœur, elles ont été livrées à elles-mêmes. Donc en plus, elle, si je comprends bien, a dû s'occuper de sa plus jeune sœur. Oui et non, parce que elle est partie en même temps en internat, donc... Qui ? À cette période-là. Oui. Donc oui et non. Bon, ils sont très proches de toute façon. Entre... Oui, mais ça c'est bien, tant mieux. Parce que parfois, justement, la difficulté, le fait d'avoir eu des parents absents, le fait... peut faire en sorte que ça renforce la solidarité dans la fratrie. Ça, j'en ai bien conscience. Je communique parfaitement et avec la deuxième, elle me dit tout. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais l'aînée, je ne sais pas comment sans trop la juger, justement. Je ne sais pas quel oui, mais parce que justement, il faut surtout vous garder d'un jugement. Et bon, depuis samedi, je suis là à me dire, Elle a avant tout besoin d'un soutien et elle sera d'autant plus à venir vers vous qu'elle se sentira en confiance et donc en confiance si elle peut trouver en vous quelqu'un qui la comprend. Alors quelqu'un qui la comprend, ça ne veut pas dire quelqu'un qui passe sur tout, hein, mais parce que je pense qu'après peut-être que dans un second temps, cette jeune fille, si vous me dites que vous la trouvez un peu sombre, ça serait important qu'elle voie un professionnel, qu'elle puisse aller parler. Mais dans un premier temps, moins vous aurez une attitude comme ça, un peu moralisatrice, plus elle pourra venir se confier à vous. Je lui avais proposé un accompagnement parce que moi-même je suis fumeuse, mais je fume pas autant qu'elle parce que quand elle m'a parlé de sa dépendance au tabac, moi je pensais qu'elle fumait que quelques cigarettes par jour. Et elle m'a dit, mais non, elle m'a dit, moi je fume celle-là, et en fait je me suis aperçue qu'elle fumait plus d'un paquet de 30 cigarettes par jour. Oui, mais ça, écoutez, arrêtez, là on n'est pas dans l'accompagnement par rapport au tabac. Je crois, vous faites une fixette là, pardonnez-moi Christine. Non, mais là je vais être un petit peu plus ferme. Oui, allez-y. Parce que que vous ayez ce désir d'arrêter, très bien. Non, mais franchement, non, mais attendez. Si elle voulait, je l'accompagnerais voir un tabacologue. Christine, c'est pas la priorité. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu plus clairement. Vous me dites que la priorité, c'est effectivement, si elle prend le volant en étant alcoolisée, c'est beaucoup plus grave, parce que là, il y a un risque d'accident. Tout à fait. Bon, le tabac, évidemment que c'est problématique à long terme, avec les maladies que ça déclenche, ça va pas la tuer là dans l'immédiat. Oui. Bon, vous me dites que votre nièce, vous la trouvez plus sombre, plus triste, plus... il y a peut-être en elle une souffrance dont elle pourrait parler, mais vous voulez à tout prix la trouver, vous restez au niveau de l'addiction, et alors vous faites là sur l'addiction au tabac. Alors c'est, il faut que tu te sortes de cette dépendance au tabac, on va aller voir... Non, c'est pas du tout ça. Mais non, mais vous me dites, il faut qu'elle consulte un tabacologue. Non. Votre nièce, ça se trouve, elle a beaucoup d'autres choses à... Il faut que tu consultes un tabacologue ou tu arrêtes de fumer. Si ça peut t'aider à arrêter de fumer, qu'on aille voir quelqu'un, un tabacologue, et qu'on arrête ensemble, je suis prête à le faire. Oui, mais vous parlez, Christine, vous parlez avant tout de vous, qu'on arrête ensemble. Vous, finalement... Tu aider à ce qu'elle arrête de fumer, oui. Mais aidez-vous,
Si vous avez envie d'arrêter, c'est une très bonne initiative et aller voir un tabacologue. Votre nièce, peut-être qu'elle a d'autres priorités en ce moment et peut-être se sentir un peu mieux dans sa tête et dans sa vie. Oui, sûrement. Mais peut-être que c'est sa priorité et que vous, votre priorité, c'est d'arrêter le tabac. Donc peut-être ne mélangez pas tout. Je ne sais pas comment lui parler, en tout cas par rapport à ça. Mais j'entends bien que vous ne savez pas comment lui parler, que vous mélangez les niveaux, c'est-à-dire que votre priorité ou vous ne supportiez pas qu'elle sente énormément la fumée de cigarette et que vous trouviez ça assez insupportable. Bon, c'est peut-être pas ce qui est le plus insupportable actuellement. C'est pas ma priorité d'aujourd'hui. Ma priorité d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une conversation par rapport à apparemment ce problème qu'elle a avec l'alcool. Elle a pas, je sais pas si elle a pas l'air d'avoir conscience qu'en ayant pris le volant. Mais est-ce que vous, avec votre frère, vous en parlez avec votre frère? Non, je m'en pas. Vous voyez que c'est parfois compliqué. Et donc il a si. tendance à avoir des... Alors Christine, je vais vous dire, si déjà avec votre frère vous avez du mal, vous me dites que lui il est dans un déni et semble-t-il depuis des années. Donc c'est pas tout d'un coup avec votre nièce que vous allez arriver d'un coup de baguette magique à lui faire prendre conscience de cela. Donc attention, là aussi, elle a pu, à un moment donné, parce qu'elle était avec des amis, s'alcooliser. Et comme elle vous le dit, elle n'est pas dans le déni. Non. Elle vous le dit, que quand elle est avec des amis, elle a tendance à trop boire et effectivement à s'en rendre malade. Elle n'est pas dans le déni, ce qui ne veut pas dire qu'elle s'alcoolise de façon régulière. C'est autre chose. Elle peut en parler. Bon, donc derrière, on peut entendre qu'il y a certainement une difficulté d'être, une souffrance. C'est peut-être de ça dont il faudrait parler. Vous vous emparez du symptôme et en disant vite, il faudrait faire quelque chose là-dessus. Donc c'est là où vous avez du mal du coup à parler parce que pour parler, il faut écouter. Pour qu'elle puisse parler, il faudrait écouter. Or, votre angoisse fait que vous voulez tout de suite proposer des solutions. Non, pas proposer des solutions. Je voudrais trouver les mots pour lui faire comprendre, sans lui raconter, par exemple, mon expérience professionnelle, puisque je travaillais dans le milieu médical et tout ça, et j'étais handicapée de son âge, de la route, de jeunes qui avaient fait comme elle, j'en ai vu, mais je ne vais pas lui commencer à lui raconter tout ça. Ah ben non, je crois pas, non. Sur le tableau, je ne vais pas la prendre par la main, non. Un centre d'handicapés où il y a des jeunes de son âge qui ont eu des conduites comme ça. Non. Je ne pense pas que ça fera avancer la machine. Non. Mais par contre, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, d'autres moyens d'aborder discrètement la chose. Mais parce que vous restez focalisé sur cela. Et pas sur le fait que votre nièce est en difficulté de façon plus large. Et je le sens bien que ça dénote Donc vous restez focalisé sur cela et donc vous ne permettez pas effectivement qu'il y ait autre chose pour le moment qui s'ouvre de façon plus large sur sa vie, sur ce qu'elle peut vivre dans ses relations, dans le manque qu'elle ressent et peut-être dire que ça serait bien qu'elle aille en parler à quelqu'un. Et peut-être quelqu'un d'autre que vous, justement, plus extérieur. Je vais vous lire quelques réactions qui arrivent pour conclure au 7 39 21. Il y a Isabelle qui dit, qui envoie donc un petit message pour dire sentir de la bienveillance, oui, mais aussi votre confiance en elle et en vous-même. Et puis il y a Lily qui dit discutez avec votre nièce mais ne soyez pas la tante moralisatrice vers qui elle n'aura pas envie d'aller. Brigitte qui dit cette jeune femme n'a-t-elle pas plus besoin d'affection que d'une attitude moralisatrice. Il y a Daniel qui dit si elle conduit alcoolisée, c'est plus grave que des cigarettes. Il y a Hugues qui dit laissez votre nièce vivre sa vie, ne soyez pas une tata gendarme. Lali qui dit attention Christine, vous n'êtes pas sa mère. Et puis le subversif qui dit si votre sentiment perdure, confiez-lui, invitez-la à consulter. Brigitte qui dit aussi ouvrez-lui votre cœur un petit peu tout simplement. Je crois que ce que je vais faire, je vais lui faire écouter l'émission sur Internet. En podcast.
Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline? Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Je suis pas, je suis pas follement convaincue. Ça, en même temps, je comprends parce que ça montre bien que vous avez beaucoup de mal. tout à fait, ouais. Ça montre un peu votre désarroi et que vous avez envie d'aider votre nièce. Et que vous ne savez pas comment vous y prendre pour le faire. Mais je ne suis pas convaincue et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est à double tranchant dans la mesure où elle peut mal vivre le fait que vous ayez appelé une radio pour parler d'elle, sans son consentement au fond. C'est pas pour parler d'elle, c'est pour parler de mon angoisse, moi, par rapport à son attitude. Ah, c'est intéressant que vous en preniez conscience. De ma peur. Oui, du souci que je me fais pour elle. Bon, c'est important, voyez, on avance. Et j'aurais très bien pu... je pourrais très bien ne pas me faire de soucis. Bon, lui dire c'est pas malin, lui donner un sucre pour résoudre son problème d'hypoglycémie comme j'ai fait samedi, et puis ça aurait très bien pu s'arrêter là. Après tout, c'est pas ma fille, ce n'est que ma nièce. Oui, mais vous l'aimez. Eh bien, je l'aime, donc forcément, ça me pose interrogation. Ben, c'est important, on avance. Et voyez, au même moment, je reçois un message qui dit « Dites-lui, je tiens à toi ». Et c'est peut-être ça que vous pouvez lui dire, finalement. Oui, mais elle le sait, en fait, je le lui dis régulièrement, quoi. Vous savez, je pense que peut-être elle a particulièrement besoin de l'entendre, et particulièrement en ce moment. Parce qu'elle a manqué, quand je vous disais, dans ses limites, qu'elle semble rechercher de façon excessive, quand il y a un manque, un grand manque en soi, on a tendance à vouloir combler ce vide, à repousser les limites constamment de plus en plus loin. Donc, plutôt que de parler finalement de ce qui s'observe, de ce que vous pouvez observer, c'est-à-dire des dépendances là, diverses, c'est de parler de ce que vous venez de dire, c'est que vous appelez pour parler de votre peur, de votre angoisse, et tout ça évidemment parce que vous avez beaucoup d'affection pour votre nièce, et que vous vous inquiétez pour elle, parce qu'elle a peut-être besoin qu'on s'inquiète pour elle, et qu'on se préoccupe d'elle, parce que ça a fait un peu défaut. Alors en même temps, je reçois aussi un message d'Isabelle qui dit « Vous êtes inquiète, mais trop ». C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire... Oui, besoin qu'on s'inquiète, mais pas non plus trop. C'est-à-dire l'angoisse, quand il y en a trop, il faut pas non plus la submerger de votre angoisse. C'est-à-dire, c'est important que vous en ayez conscience de ça, parce que sinon vous pouvez pas être aidante si, comme dit Isabelle, on est dans la peur que l'autre tombe. Oui, voilà. C'est sûr. Donc c'est là où, dans ces cas-là, on a tendance à vouloir agir à la place de l'autre. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, jusqu'à présent, je pense pas qu'elle ait vu mon angoisse vraiment. Bon, je l'ai pas félicitée samedi. Bon, j'ai fait en tant que... Mais il s'agissait pas de la féliciter, ça serait complètement... La féliciter sur son état. Bon, oui. Ça serait pas approprié, ça serait pas adapté. Pommes, donc forcément, Non, mais vous montrez de l'inquiétude, c'est normal. Mais après, voilà, ne pas non plus tomber dans une attitude trop... moralisatrice. Alors il y a également un autre message qui dit finalement c'est Salomon qui dit la priorité finalement avant le sevrage tabagique, c'est sa respiration, son souffle de vie. Et oui, il faut qu'elle retrouve ça. Oui, je sais encore pas comment je vais... Comme vous l'avez dit, vous allez peut-être prendre le temps de réécouter l'émission en podcast. Je crois que c'est ça. Oui. Vous allez réécouter l'émission à ce moment-là, à tête reposée, en podcast.
Et puis, vraiment, je pense que c'est pas une bonne idée de la faire écouter à votre nièce parce que elle peut avoir le sentiment que, je vous le dis, c'est quand même parler d'elle. Hein. C'est vrai que vous parlez de vous et de Oui. vos peurs, mais c'est quand même parler d'elle aussi, exposer une part de sa vie, même si on ne peut pas la reconnaître. Et ça, elle pourrait dire après tout de quel droit et pourquoi. Et voyez pas. Donc, je pense que vous allez, je suis sûre, faites-vous confiance. Vous allez trouver à un moment les mots, les vôtres. C'est toujours mieux que ça vienne de vous. Oui, c'est sûr. Hein ? Et vous allez trouver. Il faut vous faire un peu confiance aussi. Je me fais confiance, mais bon, peut-être que l'angoisse prédomine. Oui, pour le moment, c'est que vous avez trop d'angoisse en vous. Et donc, elle vous submerge tellement que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Mais donnez-vous un peu de temps. Il n'y a pas d'urgence non plus, hein, Christine ? Entendu. Voilà. Merci Caroline. Je vous en prie. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Tom Dice, Me and My Guitar. Laurence m'envoie un petit courriel et revient sur le témoignage de Christine pour dire malheureusement ces comportements sont fréquents chez les jeunes avec l'alcool. La fête est plus folle pour eux. J'ai des filles de cet âge et quand nous discutons des sorties et de la consommation d'alcool, je parle surtout des risques liés à la perte de contrôle de soi s'il y a abus d'alcool. Splina me dit « Je ne fume pas, je ne bois pas, mais une tante qui me ferait des remarques sur ma consommation de tabac, d'alcool ou autre, elle prendrait la porte. Ce serait ma mère, cela passerait parce que je la considérais plus dans son rôle. Concernant l'alcool, il n'a certainement pas aidé, mais pour le malaise, il y a aussi à voir du côté du fait que cette jeune femme n'avait rien mangé depuis longtemps. » Bah oui, d'ailleurs, Christine le disait, hein, c'était lié à l'hypoglycémie. Donc, on va accueillir maintenant Anne. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je voulais intervenir à propos du dernier témoignage. J'ai trouvé la femme qui parlait de sa nièce Christine. très... Oui, Christine. Mmh. Voilà, je l'ai trouvée très dure par rapport à sa nièce. Je pense elle demande beaucoup à une jeune fille qui après tout fait ses épreuves de vie et bon voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dur. Je pense que le fait qu'elle fume une cigarette ou qu'elle boive de temps en temps, c'est pas si grave. Oui, je pense que Christine est très angoissée en fait. Il y a quelque chose, mais vous avez raison de dire que à cet âge-là, il faut quand même dédramatiser un peu les choses. Hein. C'est quand même. On est dans un monde de plus en plus hygiéniste où on nous tombe dessus. C'est vrai qu'on a plus le droit de rien faire. Oui, tout à fait. On est dans les interdits. On est dans l'enfant doit être parfait. Il doit coller à l'image de la société. Et moi, j'ai un enfant qui a 15 ans. J'ai découvert il y a un an qu'il fumait. Enfin, en fait, il fumait depuis un an et j'ai découvert il y a 6 mois qu'il fumait. Et j'étais un peu interloquée parce que je fume moi-même. Et pendant très longtemps, il soufflait en me disant « Maman, arrête de fumer, arrête, tu me déranges avec ta cigarette. » Et j'ai découvert qu'en fait, il fumait et qu'il me disait ça pour détourner un peu les pistes. Et c'est après coup, quand j'ai appris qu'il fumait, qu'il m'a dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Vincent, tu me disais que tu fumais, que je ne devais pas fumer, etc. Et il m'a dit, bah moi j'ai fait ça, je t'ai dit arrête de fumer parce que je voulais pas que tu découvres que je fume. Et j'ai trouvé ça très très fort parce que en fait, il essayait,
en fait, il était dans mon modèle, il fumait comme moi, etc. Mais en même temps, il me le reprochait de le faire. Quelque part, on est des modèles, quelque part, on est... voilà. Oui, ben ça c'est important en même temps de le dire parce qu'il y a des parents qui demandent à leurs adolescents de ne pas fumer et qui fument eux-mêmes. Hein, donc le message qu'ils font passer est pour le moins paradoxal. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quand même l'adolescence, c'est l'âge de la transgression, donc ça a existé de tout temps. On dit, le rapport à l'alcool, la consommation de tabac. Alors évidemment, c'est normal que cela inquiète les parents et notamment l'alcool, évidemment, et l'alcool au volant. Hein, c'est terrible et on voit bien les week-ends sur les routes et les tragédies que cela peut engendrer, hein, l'alcool au volant. Donc évidemment qu'on ne peut pas, c'est toujours mettre en garde et expliquer. Mais on met en garde, mais c'est très délicat. Parce que si on est trop répressif, ça produit l'effet contraire aussi. Voilà, ça produit l'effet contraire, exactement. C'est-à-dire que si on est trop répressif, l'enfant vous dit mais c'est ma vie. Évidemment, à cet âge-là, ils pensent qu'ils mènent leur vie, qu'ils savent tout, etc. Donc c'est très délicat parce qu'il faut arriver à leur faire comprendre que ce qu'ils font, ça peut leur faire du mal. Et puis en même temps, avoir une espèce de distance et puis une espèce de bienveillance par rapport à ce qu'ils sont, parce que ce sont des enfants, voilà, c'est très très compliqué quand on est parent d'être répressif tout en étant accueillant, voilà. C'est ça, de garder quand même cette bienveillance et leur dire que on leur fait confiance malgré tout. Oui, c'est-à-dire parler de prévention, de dire qu'on comprend qu'ils puissent sortir, vouloir s'amuser, et qu'après tout, s'ils sortent, qu'ils font la fête chez des amis ou qu'ils vont en boîte de nuit, ou on comprend qu'ils veuillent, pourquoi pas boire un peu d'alcool, mais que il y a le risque après s'ils doivent prendre une voiture, rentrer, qu'il doit toujours y en avoir un à ce moment-là, celui qui conduit, qui ne boit pas. Enfin, il y a toujours des messages à faire passer, ou quitte à dire à ce moment-là quelqu'un se débrouillera pour venir te chercher, et vous avez raison de dire que les parents qui sont le plus dans les plus répressifs, ils ont l'impression d'avoir devant eux des enfants modèles, et ce sont souvent ceux-là qui font les 400 coups derrière leur dos. Hein. Ben oui, évidemment, évidemment. Je pense qu'ils ont aussi besoin qu'on leur fasse confiance et qu'ils sachent qu'on est là derrière et qu'on est quand même surveillant dans le sens bon du terme, hein, qu'on est là vigilant, qu'on est là pour eux. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut leur faire confiance et puis et je pense que s'ils savent qu'on leur fait confiance, ils transgresseront moins. Moins, je suis d'accord avec vous. Je pense que voilà, il y a un équilibre, mais qui n'est pas simple à obtenir. D'ailleurs, il y a Marion qui m'envoie un petit courriel pour dire c'est vrai que Christine devrait repérer ce qui est très positif. Sa nièce lui a parlé de son problème. De la part d'un jeune, être capable d'en parler à un adulte est un signal fort aussi, quand même, d'une demande d'aide parfois. Mais en effet, ce n'est pas sa tante qui pourrait l'aider si elle a besoin d'aide. La demande de la jeune fille est que l'on l'aide à s'aider elle-même. Tant d'adultes ont du mal à laisser leurs enfants vivre leur vie, dit Marion. Et puis Chaudron de la Barque dit: il semblerait que la nièce de Christine soit en manque de repères. Il n'est pas certain que sa tante soit ce dont elle a le plus besoin en ce moment. Peut-être faudrait-il l'écouter avant tout. Ça pourrait l'aider. Et puis Colette dit d'accord avec David qui avait envoyé un message: il faut la laisser un petit peu plus vivre sa vie. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis souvent on est désarmé parce qu'on n'arrive plus à avoir de dialogue avec son enfant.
Et puis on a peut-être recours à, c'est à la mode, des pédopsychiatres, Oui. Et bon, alors, est-ce qu'il faut vraiment s'en remettre à ça? Il faut pas tout psychiatriser. Je suis d'accord. Je reçois un message d'ailleurs du subversif, j'allais dire du psychiatrif, qui me dit l'adolescence n'est pas, ça pourrait, ça serait un bon lapsus. L'adolescence n'est pas une pathologie, même à 20 ans. Et il a ô combien raison. Enfin, on est dans un registre. Moi, je parlais parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait un peu quand même alerté dans l'histoire de la nièce de Christine. C'était à 13 ans, comme ça, le fait que cette jeune fille ait été laissée dans un appartement, un peu livrée à elle-même, ça pose question, quand même, ça pose problème même. Mais sinon, dans le comportement lui-même, une consommation dans des soirées un peu excessives, consommer de l'alcool, jusqu'à, c'est vrai, repousser les limites au point d'être malade. Enfin, ça, c'est pas pour autant qu'on est dans la pathologie, quoi. Voilà. Bien sûr, et puis c'est toujours plus facile de juger de l'extérieur tant que c'est pas son enfant. Elle a quand même une distance qui n'est pas celle, elle n'a pas la proximité des parents, donc c'est facile aussi en étant la tante de juger, de mal juger ou de bien juger, peu importe, mais elle a une distance qui n'est pas celle des parents. Et c'est souvent difficile, je pense, pour les parents de prendre cette distance. C'est plus dur, beaucoup plus dur. C'est très difficile de se dire, là, je fais pas ce qu'il faut, il faudrait que je fasse comme ça. Alors on reçoit des conseils à droite, à gauche, et puis finalement on est perdu parce qu'on est seul avec le problème avec son propre enfant. Et on a beau recevoir des conseils des parents, des tantes, c'est toujours très 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 délicat et très difficile après de gérer soi-même au quotidien, parce que c'est très facile de l'extérieur de dire voilà, ça va pas, il devrait faire comme ci, elle devrait faire comme ça. Mais quand on est soi-même plongé dans sa propre relation avec son propre enfant qui n'est pas simple forcément, c'est très difficile de prendre cette distance qui permet de. Mais il n'y a pas la distance, c'est pour ça que c'est si compliqué d'être parent. Cette distance n'existe pas. Voilà, on est trop proche, trop épidermique, trop. Et puis, mais c'est pour ça que parfois une tante, un oncle, enfin quelqu'un un membre de la famille peut avoir cette distance tout en étant dans une distance affective qui peut être intéressante. Oui, s'il y a cette distance, parce que juste il y a pas ce côté autorité qu'ont les parents, rôle d'éducation qu'ont les parents, et en même temps il y a cette complicité, mais à condition que effectivement les oncles et tantes ne cherchent pas à supplanter le rôle des parents et ne discréditent pas les parents devant les enfants. Ça c'est toujours important. Et puis surtout juger les parents. Surtout jamais. Qui ne font jamais assez bien, qui auraient dû faire de telle façon ou de telle autre. Non, quoi qu'il en soit, ça c'est important. Mais je pense que oui, si un parent extérieur ou une marraine même. Oui, tout à fait. C'est tellement important le rôle d'une marraine, qu'elle soit religieuse ou pas, peu importe. Mais de quelqu'un de proche et puis en même temps de distant pour parler avec l'enfant, pour lui dire là ça va pas, là il faudrait. Oui, c'est très important le rôle de quelqu'un d'extérieur et qui peut avoir ce lien un peu complice. Mais si comme la tante ou le parrain devient juge et ça devient plus difficile à mon avis. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, Anne. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Soirée, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
Un petit témoignage de Cathy aussi qui dit: la jeunesse aime le danger, la chance ou le hasard se charge du reste. Et puis un autre message au 7 39 21 qui dit: j'ai beaucoup bu quand j'ai été plus jeune, j'ai 25 ans aujourd'hui, je ne bois que très rarement. Et plus on me disait que ce n'était pas bon, plus j'avais tendance à boire. On accueille maintenant Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous réavoir au téléphone parce que après mon passage du mois de novembre, donc je remercie vos auditeurs. C'est pas du tout le même sujet, mais enfin je peux leur dire un petit merci en fait parce que je suis le refuge animalier de Mondilly dans la Somme. Donc oui. Après mon passage et donc voilà quoi, je remercie vos auditeurs. Vous cherchiez, vous cherchiez à ce moment-là des matériaux pour votre refuge. Merci à tous ceux qui se sont manifestés. Exactement, un gros merci. Donc en fait, si vous voulez, donc vous me reprenez suite à cette émission en fait d'hier contre l'homophobie, les gens en fait qui ne supportent pas les homosexuels. Je suis attristé, vous savez, sur cette terre parce que moi j'ai 50 ans, je suis homosexuel depuis l'âge de 17 ans. En fait, 17 ans, je l'ai dit en fait à mes parents. Et ce jour-là, vous savez, c'était un samedi, mes 17 ans, et je me rappelle très bien qu'il y avait mon frère avec sa belle-sœur qui était là. J'espère que ça ne va pas choquer vos auditeurs quand mon frère m'a dit « Viens, je t'encule sur le lit si tu veux ». Je pense que ça peut choquer un petit peu, non? Ah ben oui. Voilà. Je trouve ça inacceptable de la part d'une personne du même sang. Des gens en fait qui ne comprennent pas qu'on peut. Mais votre frère vous disait cela parce que il avait appris que vous étiez homosexuel? Il l'a appris en fait ce jour-là quand je l'ai dit à mes parents et eux étaient là aussi puisque bon de toute façon je n'avais rien à cacher et je voulais l'apprendre et en fait voilà j'ai été choqué en fait par sa réaction et par son attitude en me disant ça parce que je trouve ça inacceptable en fait et ce qu'il faut savoir c'est que ce même frère... Quel âge il était plus âgé que vous? Il est plus âgé, oui, plus âgé de, on va dire, de 12 ans je crois. Et je trouve c'est inacceptable par ce frère en fait. Je le dis depuis quelques années en fait à deux de mes sœurs. Ce même frère en fait avait des attouchements avec moi quand j'étais jeune. Ben oui, voilà. Mais c'est et ça. J'ai devais aller en dessous le lit en fait pour lui faire des petites choses, vous voyez. Et moi j'étais tout jeune. Mais, oui, parce que c'est ça, parce que le fait qu'il puisse évoquer une scène d'une telle crudité, c'est qu'il y ait une réaction de rejet, mais qu'il puisse se visualiser avec vous dans une scène aussi crue, ça témoigne quand même de sa fantasmatique et on est clairement là dans une fantasmatique incestueuse. Exactement. Donc vous confirmez qu'on n'est pas dans la fantasmatique, dans le fantasme, et que malheureusement ça s'était passé dans la réalité. Dans la réalité, exactement. Oui. Et vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de gens, moi j'appelle ça des refoulés, vous savez, des gens en fait qui nous envient d'être homo, qui eux voudraient bien l'être. Ça, je ne crois pas quand même. Non, mais enfin, vous avez des gens en fait qui en fait aimeraient, qu'ils le font en cachette de leur dame. Alors, qui vous envie peut-être, c'est pas, il faut peut-être reprendre les choses parce que ça pourrait être mal interprété. Oui, c'est sûr. Qui envie peut-être le fait de pouvoir vivre au grand jour, c'est-à-dire d'assumer une homosexualité. Vous voyez, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut finalement vivre son homosexualité au grand jour. Peut-être que certains n'osent pas ou ont des doubles vies encore. Cela peut arriver, mais je ne sais pas si on peut envier parce que pour les personnes qui écoutent, qui sont hétérosexuelles, j'imagine, elles vont pas se dire et qui pourraient avoir des comportements de rejet parce que malheureusement ça existe. C'est pas parce qu'elles les envient, je pense. Hein. Non, je pense pas. Mais enfin, je pense qu'en fait, vous savez, c'est des gens en fait qui se disent
ces gens-là, en fait, affichent au grand jour, parce que bon, on est quand même, on vit pas longtemps, hein, on n'est qu'une étoile sur Terre. Donc s'il faut se cacher de tout parce que on est comme ça, on est des gens comme tout le monde. Hein. Moi, je vis avec un garçon depuis 4 ans. Oui. J'ai vécu avant pendant 14 ans et un autre 8 ans. Voilà quoi. C'est comme un couple hétérosexuel. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des séparations. C'est exactement la même chose. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens comparent en fait les homosexuels à des grandes folles. Bon, moi, je ne vais jamais à la Gay Pride parce que je trouve que la Gay Pride, bon, c'est une grande fête, hein, voilà. Mais pour moi, la Gay Pride, en fait, c'est comment dirais-je, les plumes, les paillettes, les ceci, les cela. C'est un peu extravagant. Et en fait, on donne une mauvaise image en fait des homosexuels. Voilà, c'est ça. Je suis pas contre, hein, au contraire, puisque ça fait avancer les choses. Le mariage gay, par exemple, moi j'aimerais bien me marier, mais en France c'est interdit encore. En France, on est en retard de 20-25 ans. Il serait temps que le gouvernement fasse quelque chose, hein, aussi bien pour les animaux, parce que voilà. Mais c'est vrai qu'en France, on est en retard de 20-25 ans par rapport à d'autres pays. Je trouve que d'être homosexuel à l'heure actuelle, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare. Hein. Voilà, c'est une vie comme tout le monde. On vit comme tout le monde, en fait. On est là sur cette terre, on vit pas longtemps. Donc, j'estime qu'on n'a pas à juger les gens. On vit notre vie, c'est tout, on n'embête personne. Moi, j'embête personne. J'habite un petit village où il y a 550 habitants. J'habite à Envoie, à côté de Beauvais. Vous voyez, je me cache pas. Donc voilà quoi. Mais c'est important de le dire parce que j'ai encore reçu des mails hier soir en disant oui, alors finalement on n'a plus le droit de dire qu'on est contre les homosexuels en raison de la pensée unique. Mais je me disais, ça veut dire quoi au fond, être contre les homosexuels? Au nom de quoi? Ça ne veut rien dire parce que finalement, pourquoi est-on contre les homosexuels? En quoi les homosexuels nous gêneraient-ils? Puisqu'il s'agit d'une relation entre personnes adultes consentantes. Donc, j'ai reçu, même plus loin, un mail, il faudrait que je le retrouve, où finalement, on assimilait l'homosexualité à la pédophilie. Ce qui montre encore à quel point il y a de l'ignorance, puisque autant, donc je viens de le dire, l'homosexualité, on est dans le cadre d'une sexualité entre adultes et entre personnes consentantes, autant dans la pédophilie, on est dans une relation, dans une sexualité entre un adulte et un enfant. Donc on est dans une relation avec la sexualité s'exerce sous la contrainte. Qu'est-ce que cette contrainte d'ailleurs s'exerce sous forme de violence ou de séduction, parce que on voit des pédophiles qui n'agissent pas toujours par la violence, mais qui savent très bien jouer de la séduction pour parvenir à leur fin. Mais si vous voulez confondre un homosexuel avec un pédophile, on est vraiment dans l'ignorance, puisqu'effectivement un pédophile est attiré par un enfant, donc par quelqu'un qui n'est pas pubère, hein, c'est-à-dire qui n'a pas atteint le stade de la puberté. Mais on voit encore à quel point l'ignorance entretient les préjugés. Donc là, effectivement, on est dans le cadre de quelqu'un qui nuit à autrui, qui nuit aux enfants et qu'il faut effectivement pouvoir préserver, mettre de côté de façon à ce qu'ils ne puissent plus faire de mal. Mais quand on me dit oui, alors on peut plus rien dire contre les homosexuels au nom de la pensée unique, hein, on peut. Mais quoi? Mais en quoi les homosexuels dérangent? Bien sûr, ça ne dérange pas. Un pédophile, oui, ça dérange. Parce que moi, je suis... Ah ben oui, il fait du mal, terriblement de mal. Voilà, pour moi, ça me révolte. Un enfant. Qu'on puisse faire ça à des enfants, mais ça me révolte. Franchement, ça me révolte, quoi. Bah, merci beaucoup, Denis, de votre témoignage. Il n'y a pas de souci, je vous fais un bisou, Caroline. Moi aussi, je vous embrasse. Bientôt. Au revoir. Au revoir.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21 jusqu'à 1h. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou nous écrire un courriel sur le site europe1.fr. On va écouter un petit peu de musique et je vois que c'est en plus Axel Bauer et Zazie. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Allez, on les écoute. Sublime, hein, à ma place, Axel Bauer, Zazie. Oui, c'est l'émotion. Monsieur Bertrand Rutilly, s'il vous plaît, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez me le remettre encore un peu, je sais pas, ces prochaines semaines. C'est tellement bon d'écouter ce morceau. J'adore. Je trouve que ça illustre magnifiquement les difficultés de communication entre les hommes et les femmes. Voilà, chacun à sa place. Je peux vous dire, je suis allée voir Zazie à l'Olympia juste avant l'émission là tout à l'heure. Et vraiment, si vous avez la chance d'aller la voir sur scène, allez-y, les amis. C'est la première fois que je la voyais sur scène. C'est une boule d'énergie. Elle est extraordinaire. J'ai passé une soirée fabuleuse. Des messages qui arrivent suite au témoignage de Denis qui arrive au 7 39 21 qui me dit l'homosexualité, l'hétérosexualité, que de vocabulaire différents, pourquoi ne pas simplement parler d'amour. Et puis il y a également le subversif qui dit un enfant agressé qui devenu grand s'évertue à construire un refuge. En cherche-t-il encore un lui-même? Peut-être que notre réfugié devrait confier son trauma à un spécialiste. Quelqu'un me dit pourquoi stigmatise-t-on autant la Gay Pride? D'autres rassemblements populaires sont au moins aussi extravagants, exemple le carnaval. Également un autre message du psychiatriste qui me dit l'orientation sexuelle apparente de celui qui fut agressé enfant peut limiter l'épanouissement de l'adulte parce que il peut y avoir alors quelque chose de complètement réactionnel. On sait que la sexualité adulte se construit aussi dans l'enfance, c'est le fruit d'un long cheminement. Et c'est vrai que quand il y a une agression, évidemment qu'un enfant est confronté à ce trauma, quand ça fait éruption, la sexualité adulte dans sa vie, il peut se développer quelque chose de réactionnel et du coup, il peut suivre un autre chemin que celui qui aurait dû être le sien. Donc ça peut être vraiment, je crois qu'il est important dans ces cas-là d'aller en parler. Le suricate me dit, même si je suis heureux et en phase avec mon entourage, moi je n'ai pas choisi ma sexualité, j'aurais préféré canter Fleurette à Prune, me dit-il. Elle a du succès, Prune, heureusement. Georges n'est pas à l'écoute ce soir parce que lui aussi a un petit faible pour Prune. Je crois que c'est à peu près tout ce que je reçois à ce sujet. On va accueillir maintenant Olivier. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Ah, Olivier était là il y a quelques minutes et apparemment Olivier n'est plus avec nous. Olivier, apparemment, pourtant on a un écho, donc vous êtes dans le coin. Olivier, vous êtes à l'antenne. Non? Alors, qui est derrière?
Olivier, derrière, on va rappeler un petit peu. Alors, je regarde d'autres messages que j'avais un petit peu mis de côté. À propos, je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Daniel, qui aimerait bien que l'émission dure plus longtemps. Mais je vous remercie. Mais 2 heures, c'est déjà pas mal, hein, 2 heures de direct tous les soirs, surtout que il faut qu'on l'alimente avec vos appels au 39 21. Donc, on compte sur vous. Surtout, vous voyez, c'est du direct. Quand on a des petits soucis comme ça, ne nous raccrochez pas au nez au dernier moment, parce que sinon, c'est moi qui vais me mettre à chanter. Ça serait un petit peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, Olivier, me dit-on, s'est occupé chez lui. Il a peut-être décidé de passer à autre chose. Alors, on va accueillir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui est là. Anna, je crois, est avec nous. C'est Rosemary qui est avec nous, je crois. Quelqu'un me demande donc pour comment adresser un email, c'est le site europe1.fr, et on accueille tout de suite Rosemary. Bonsoir Rosemary. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Je vous ai déjà appelé il y a quelques mois pour un autre sujet. Ce soir, je vous appelle parce que je suis un peu émue, excusez-moi. Mais je vous en prie. Je vous appelle, j'ai une seule nièce qui est la fille de ma petite sœur, puisque j'avais 16 ans d'écart avec ma sœur qui est décédée il y a 20 ans. Elle avait à peine 40 ans. Elle a laissé 4 enfants. Et il faut déjà que je commence un peu à vous raconter peut-être très brièvement son enfance pour que vous compreniez la suite. Oui. Donc ma sœur était seule avec ses 4 enfants, de 3 pères différents, de pères qui ne se sont jamais manifestés d'aucune façon. Et ma nièce, cette petite nièce que j'aime beaucoup, était la seule fille. Et ma sœur était atteinte d'un cancer qui a été échelonné sur 8 années avec des rémissions. Elle rentrait de l'école, entre autres. Sa maman était partie à l'hôpital. Elle revenait 8 jours après. Maman était rentrée. Elle s'occupait de ses frères. Elle faisait la cuisine. Elle avait pris en charge la maison, alors qu'elle avait à peine 10 ans, 10-12 ans. Donc, elle a servi un petit peu de bonne à ses frères qui en ont un petit peu abusé. Et par la suite, elle a rencontré un garçon plus âgé qu'elle, mais extrêmement gentil, un Antillais. Elle a eu une fille, cette petite nièce que j'aime beaucoup, qui maintenant a 18 ans et demi. Or, cette petite fille, elle lui a avoué, c'est parce qu'elle a perdu sa mère, c'est parce que sa mère était vraiment son repère. Je crois qu'elle s'est jamais remise de la mort de sa mère. Et elle a tout reporté sur son enfant, mais d'une façon... Alors, attendez, vous me parlez de votre petite nièce qui a 18 ans. Qui a 18 ans, oui. Oui. Et le conflit que j'ai, c'est avec sa maman, qui en a 38. Parce que, donc, elle a élevé sa fille, je vous dis, avec un amour exclusif, quoi. Elle est ma chose, je l'ai mis au monde, j'ai droit de vie et de mort sur elle. Alors, combien de fois je l'ai raisonné en lui disant... C'est le propos qu'elle tient ? Oui, donc elle a toujours tenu. Ouf. Et combien de fois je lui ai dit, mais on n'élève pas des enfants pour soi, on les élève pour eux. Pour moi, c'était le propos de ce que je vous avais téléphoné il y a quelques mois. C'est pas étonnant qu'elle soit en conflit avec sa fille, avec de tels propos. Hein. Absolument. Et moi qui ai perdu un fils qui a 14 ans, et il y a 14 ans, et je n'en avais qu'un, j'étais d'une grande liberté avec lui. Oui. Je comprends pas, vous voyez, ce genre de raisonnement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça, c'est l'amour de sa vie. Oui. Elle s'est séparée du papa. Elle a fait en sorte que le papa s'occupe de sa fille, mais de loin, parce que c'était la sienne et qu'elle est à elle. Et cette petite a grandi entourée forcément de, disons le mot, trop d'amour. Oui, c'est exclusif, si vous voulez. Un amour trop exclusif, peut être... Et très jaloux. Parce que là, en grandissant, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, avec qui es-tu? Elle a du 40 coups de fil par jour. Oui, c'est complètement aliénant. Ça ne laisse pas d'espace à l'enfant pour grandir. Alors, il s'est arrivé ce que, avec mon mari, nous ne sommes pas fakirs, bien sûr, mais combien de fois nous avons dit, tôt ou tard, ça éclatera, cette chose-là. Il y a 3 mois, elle a dû partir en Afrique.
avec de la famille africaine qu'elle a autour d'elle. Oui. Et elle a dit à sa fille, écoute, je veux pas quand même que tu restes seule, puisque la petite prépare son bac, elle le passe dans un mois, dans de très mauvaises conditions, mais elle va le passer quand même. Oui. Elle va chez ton père. Oui. Elle est allée chez son père. Et quand sa maman est revenue, 18 jours après, maman, je ne rentre pas à la maison, je reste chez papa. Mais oui. Et tout le malheur et tout le scandale dans la famille vient de là, parce que je lui ai dit ce que je vous dis ce soir, Caroline. Je lui ai dit, écoute, c'était un petit peu à prévoir, c'est trop, c'est plus de l'amour, tu l'écrases, tu l'étouffes. Oui. Elle peut pas s'exprimer, elle peut pas vivre. Elle est une femme maintenant, c'est ça, encourage-la à coucher avec des garçons. Je dis, mais on n'est pas question de garçons. Quelle vision, oui. Une femme, c'est, quand vous lui dites elle est une femme, c'est-à-dire qu'elle est devenue adulte. Oui, bien sûr, donc sûr. Femme, pour votre nièce, c'est coucher avec des hommes. Hein. Il y a une image, oui. Je pense que ça vient de sa mère, ça, parce qu'elle a vu sa mère abandonnée par des hommes, et elle-même, elle a une vie chaotique avec les hommes. Il n'y en a jamais un qui trouve grâce à ses yeux, vous voyez. Pourquoi ? Parce que je me marierai un jour quand ma fille sera mariée, quand ma fille aura des enfants. Et oui, c'est bien le problème, c'est-à-dire que tout tourne autour d'elle. Elle a certainement eu le sentiment, à juste titre, d'avoir sacrifié sa vie pour cet enfant qui lui manifeste, à ses yeux toujours, je ne dis pas que c'est la réalité, beaucoup d'ingratitude. C'est-à-dire cet enfant pour qui elle s'est sacrifiée ne lui rend pas tout cet amour qu'elle lui a donné. Or, effectivement, vous avez raison, Rosemary, un enfant n'est pas là pour que les parents se sacrifient. Au contraire. Moi qui pleure toujours le mien, à qui je laisse une grande liberté, j'arrive pas à comprendre, Puis quand même, elle lui empoisonne sa vie. Alors maintenant, cette petite, depuis près de 3 mois maintenant, elle est chez un père qui est très tolérant, qui a marqué des limites quand même, qui lui dit attention, si tu sors ce soir, je te demande de rentrer pour minuit, par exemple. Un exemple. Elle le fait. Donc elle respecte son père et elle est contente parce que son père la respecte. Ils ont établi une règle entre eux. Elle a dit, papa, je voudrais que tu m'apprennes un peu à faire de cuisine, parce qu'avec maman, son père découvre, comme moi d'ailleurs, des tas de choses qu'on ne savait pas. La petite n'avait jamais rien dit. Tu sais, si à maman, je ne pouvais pas faire de cuisine, elle voulait que je fasse rien, même pas donner un coup de balai. Son père lui a dit, écoute, avec moi, ça va changer, parce qu'il travaille, lui. Il dit, on va partager les tâches ménagères, au contraire. C'était la mère qui faisait tout ? Non, même pas. Sortait beaucoup au restaurant, pas grand-chose à la maison. Oui. Elle a entassé, la petite me dit maintenant des choses que je ne savais pas, parce que nous ne sommes jamais allés avec mon mari chez elle. Jamais. Personne ne rentre chez elle en dehors de sa fille. Même pas des amis. Oui, c'était vraiment un huis clos. Un huis clos. Entre elles deux. Un huis clos. Alors la petite très étouffant. Il y a des cartons chez nous, encore avec mes vêtements de bébé, avec mes jouets de bébé. Elle ne veut rien jeter. Ah oui. Elle a du mal, elle ne peut pas se séparer de... Mon mari dit c'est pathologique chez elle, c'est devenu une maladie. Je pense que c'est un peu ça, peut-être. Elle aurait besoin d'aide. Oui, certainement. Et la petite, figurez-vous que cette petite, qui est quand même, je trouve, vachement équilibrée, elle lui a déjà dit, il y a peut-être 2 ans, maman, nous devrions consulter. Nous avons un problème. Oui. Qui vient de toi. Comment ça vient de moi? Oui, c'est bien qu'elle puisse réagir comme ça, parce que c'est très culpabilisant. Oui, mais en même temps, pour cette jeune fille, pourrait aller mal et pourrait beaucoup culpabiliser de laisser sa mère. Ça doit pas être toujours très simple, mais cette mère qui, c'est toujours, vous le dites, il y a eu un trop plein. D'amour, mais un amour qui ne permet pas au fond d'avancer, de prendre de l'autonomie. Donc pour l'enfant, c'est être en position de fille ingrate. Donc c'est très difficile et peut avoir le sentiment d'abandonner sa mère, alors que un enfant, il quitte le nid à un moment, il doit voler de ses propres ailes, et un amour maternel structurant, ça veut dire que
progressivement, la mère doit accepter d'avoir moins de place dans le cœur de l'enfant pour que l'enfant s'ouvre au monde. Donc effectivement, la jeune fille, elle a 18 ans, hein, donc il était grand temps qu'elle s'ouvre au monde. Bien sûr, mais avec des mots moins choisis que vous, avec mon mari, nous avons tenté d'expliquer tout ça. Et de lui dire que finalement, elle partait chez son père, elle partait pas chez un garçon, à la limite. Écoutez, après tout, pourquoi pas. Et puis après tout, à 18 ans, elle aurait pu. Elle peut. Hein. Et en plus, qu'elle est très jolie fille, elle est adorable. Et alors, cette petite pleure maintenant, parce que quand elle rencontre quand même sa mère, puisqu'elle l'a revue, c'est des disputes continuelles. Et le chantage, si tu reviens pas, je me suicide. Eh oui. Et elle lui a dit, maman, je ne reviendrai pas, je m'habitue un peu tous les jours à couper le cordon. Je trouve qu'elle est assez... Elle est très mature, hein, quand même. Ah oui, elle est formidable, hein. Elle est formidable, hein, dans sa réaction. Bon, elle a le soutien de son père et finalement de ne pas rentrer dans ce chantage affectif qu'exerce sa mère et qui est redoutable, hein, parce que parler de chantage comme ça au suicide, c'est terriblement culpabilisant. Absolument. Mais en même temps, bon, elle lui dit, on a un problème et on a un problème qui vient de toi, donc elle tient bon. Oui, mais la mère lui dit toujours, va voir quelqu'un si tu veux, moi j'irai jamais. Bon, mais peut-être que ça peut évoluer quand même. Non, hein. Peut-être vous ne savez pas. Vous savez, on n'est jamais figé. Non, on n'est jamais, bien sûr. Elle est jeune, hein, elle a 38 ans. Peut-être que justement, en se confrontant au manque et en se rendant compte que bien. Alors maintenant, elle a une autre attitude, c'est que depuis que sa fille est partie, elle ne vit plus chez elle. Elle a un ami, elle avait quand même un ami dans sa vie, qui d'ailleurs passait toujours après sa fille. Mais enfin bon. Alors maintenant, elle vit chez lui. Elle ne rentre plus chez elle. Je l'ai eu au téléphone une fois, une voix caverneuse. Je suis en deuil, je suis en noir. J'ai enterré ma fille. Qu'est-ce que tu me racontes là, voyons. J'ai enterré ma fille. Je ne rentre plus chez moi. Pourquoi faire? Alors la petite, là maintenant, lui demande ses vêtements. Elle ne veut pas lui donner. Elle lui demande ses bijoux. Elle ne veut pas lui donner. Elle lui a coupé les vivres. Mais enfin, bon, là, son papa. Hein, et puis nous la gâtons, nous aussi. Bon. La petite m'a envoyé un petit SMS ces jours-ci en me disant Tati, maman m'a fait un affront, je n'aurais jamais cru qu'elle en arrive là. J'avais la procuration sur son compte, alors je ne sais même pas quel est son numéro de compte ni rien parce que ça ne m'intéresse pas, mais enfin elle a enlevé la procuration. Comment peut-elle penser que j'aurais pu la voler? Alors c'est dur tout ça. C'est dur, elle passe en oui, mais il faut lui faire confiance à votre petite nièce parce que elle semble avoir beaucoup de détermination et beaucoup de ressources. Elle la connaît bien, sa mère. Oui. Donc, je crois que... D'ailleurs, vous voyez, c'est drôle, parce que ce comportement, finalement, elle en a quand même souffert, ce comportement écrasant. Elle veut faire après son bac, si elle le réussit, je crois qu'elle aura du mérite si elle le réussit, parce qu'elle est dans de mauvaises conditions. Elle se tourne vers un milieu ouvert aux autres, c'est-à-dire qu'elle veut être pas vraiment psychologue, elle ne sait pas si elle arrivera à ce point-là, mais elle veut être conseillère conjugale. Oui, c'est drôle. Oui, écoutez, on comprend, et surtout que sa mère, dans sa relation aux hommes, vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, donc oui. Mais bon, le problème, il y a des choses qui se transmettent pour que votre nièce ait eu ce comportement-là avec sa fille. Il y a certainement des choses aussi dans son histoire à elle, vis-à-vis de sa mère, voilà. Elle a eu une enfance terrible. Oui. En bien plus, sûr. Moi, j'étais la seule vraiment à les voir parce que mes parents, il y avait des problèmes avec mes parents, donc mes parents l'ont revu ma sœur que vers la fin de sa vie, donc c'est vrai qu'elle a vécu des choses très dures. Et puis je crois qu'elle s'est jamais vraiment remise du décès de sa maman parce qu'elle n'avait qu'elle. Comme référence autour d'elle, quoi, si vous voulez. Oui. Et puis elle semble en vouloir aux hommes aussi, hein. Alors, oui. Et alors maintenant, elle m'en veut à moi, par exemple, quand elle est revenue d'Afrique et puis que sa fille est rentrée chez moi en trombe,
Elle m'a dit, je suis sûre que tu la soutiens. Mais oui, mais parce qu'elle est malheureuse de voir sa fille s'éloigner. Donc, comme elle a évidemment, vous donnez, vous soutenez votre petite nièce dans sa démarche d'émancipation, là. Elle a l'impression que vous êtes contre elle. Donc, il faut lui expliquer. Elle en veut à la terre entière. Elle en veut à la terre entière actuellement. Donc, c'est important de maintenir un lien avec votre nièce parce qu'elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'elle m'a appelé il y a 15 jours et je lui ai dit, tu sais, ma petite chérie, on essayait un petit peu de parlementer, je veux rien entendre, je pleure. Je dis, écoute, viens me voir. Tu sais que chez moi, la porte est ouverte jour et nuit. Mais vous avez raison. Quel jour. Elle a plus rappelé. Mais je crois que si vous le pouvez, c'est quand même important de maintenir un lien avec elle, d'autant qu'elle n'a plus sa mère et elle est en souffrance pour réagir de la sorte. Ouais, donc si elle peut trouver un peu un appui et si vous pouvez, vous peut-être c'est aussi oui parce que je pense que ça aiderait beaucoup si vous voulez aussi aider votre petite nièce de 18 ans, c'est aussi en aidant sa mère. Oui. Mais le problème, c'est ce que dit mon mari, c'est difficile de l'aider parce qu'elle se bute, vous voyez, Caroline. Mais pour le moment, en l'écoutant et en disant qu'elle a fait beaucoup, que sa fille ne la trahit pas, au contraire, qu'elle lui a donné beaucoup et que c'est ce qui lui permet de pouvoir d'évoluer, de grandir et qu'un enfant, à un moment, peut partir, voler un peu de ses propres ailes, c'est que parce qu'elle lui a donné cette sécurité comme ça intérieure qui lui permet de voler de ses propres ailes. Je suis malheureuse. Elle était tellement en colère que elle est partie. Je lui avais offert il y a 2 ans une voiture neuve. Elle est partie en disant à son ami qui était avec elle, tu sais pas, tu revends la voiture de Tati, tu lui rapportes l'argent. Je dis, ben c'est ça. Oui, mais parce que... C'est pour vous dire, elle est en colère. Elle est en colère, donc à mon avis, ne rompez pas le lien. Je ne l'ai pas pris tragique, ça. Non. Je ne l'ai pas pris tragique, non. Un petit message de Prune qui dit oui, elle vit aussi par procuration à travers sa fille et pourtant, vous avez raison, il faut respecter le choix de cette jeune fille. Kiwi qui dit votre nièce surprotège sa fille, qui est la clé de voûte de toute sa vie. Peut-être qu'un bon architecte pourrait l'aider à la remplacer. Et oui, c'est très juste, c'est très joliment dit. Oui, absolument. Et bon, je crois aidez-la, vous, dans la mesure de vos possibilités, parce que c'est aussi comme ça que vous pourrez aider votre plus jeune nièce. Je vais la rappeler et puis lui dire, tu sais rien. Oui, restez bienveillante, restez bienveillante à son égard. Oui, absolument. Et lui dire, par exemple, même entre autres, reviens chez toi, prépare-lui un peu sa chambre pour qu'elle revienne un peu, même passer les week-ends chez toi, pour qu'il y ait un contact. Parce que là, elle ne va plus du tout. Elle rentre plus chez elle. C'est difficile, hein. Moi, je crois qu'elle aurait eu besoin d'aide depuis très très longtemps. Il y a Kléber qui dit les parents, c'est double nature dans la vie des enfants, poison et antidote. La sauvegarde des enfants réside dans le dosage. C'est c'est une très bonne formule, hein. Bravo Kléber. Le dosage est difficile. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, en tous les cas, je vous remercie beaucoup, Caroline. Vous me réconfortez. Mais je vous en prie, merci de votre confiance. Vous savez, depuis que j'ai vu votre visage sur un journal, j'ai mis votre petite photo dans ma chambre au-dessus de mon lit. Au moins maintenant, je mets un visage sur votre nom. Ah, écoutez, je suis très touchée. Je ne sais plus si c'était Télérama ou l'Observateur qui a fait un article sur vous. Et il y a eu votre photo. Et j'étais très contente de vous voir, de vous connaître comme ça. Ah, écoutez, merci. Je suis très flattée d'être au-dessus de votre lit. Écoutez, je vous accompagne comme ça. Vous donnez toujours de très bons conseils. Merci beaucoup de votre confiance, Rosemarie. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alex Baupin, au départ, quelques courriels qui arrivent, qui rebondissent sur le débat qu'on avait eu sur l'homosexualité, sur la lutte contre l'homophobie. Hugo me dit, je suis hétéro, je dis chapeau à votre auditeur qui parlait de la Gay Pride, j'approuve son avis. J'ai dans mon entourage des homosexuels qui sont comme lui, avec qui je m'entends très bien et avec qui j'ai des activités
viril, me dit Hugo. Viril, c'est mis entre guillemets, je précise. Et d'ailleurs, Hugo le dit, je mets viril avec beaucoup de guillemets. Bah oui, on peut être homo et très viril. Hein. Jeanne me dit, oui, tout le problème est là. L'ignorance, la méconnaissance amène à être contre, quel que soit le thème d'ailleurs, les noirs, les arabes, les homos, etc. On a peur de ce que l'on ne connaît pas et on ne veut pas connaître parce qu'on a peur. Lorsque les gens comprendront que tout cela est du domaine privé, que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et puis Joël dit, puisque le débat d'hier a rebondi, pourquoi omettre de rappeler la déportation des homosexuels au même titre que les juifs et les tziganes? Devoir de mémoire. Merci Caroline. Vous n'étiez peut-être pas à l'écoute hier Joël, mais j'en ai parlé en disant que des milliers d'entre eux avaient été déportés parce que homosexuels. On va accueillir Olivier. Vous êtes là? Oui, Caroline. Ah. Il y a eu quelques ratés, c'est ça? Ah, ben oui. Vous pouvez le dire. Vous m'avez fait ramer, hein? Oui, je vous ai fait ramer, ouais. J'avais plus de voix, moi. Je sors de l'Olympia là, avec Zazie. J'ai chanté. Vous êtes à l'Olympia ce soir? Ben oui, j'étais à l'Olympia. Ah, vous n'avez pas écouté l'émission, vous, depuis le début, je l'ai dit, là. Non, mais je l'ai pris. C'est pas grave, vous pouvez prendre l'émission en cours. Ben oui, après, quand on a passé Axel Bauer et Zazie, j'ai dit que je sortais de l'Olympia. Donc, j'ai un peu chanté. Un peu, voilà, avec... il faisait une chaleur, je vous raconte pas. Comme presque autant que dans le studio ce soir. Ah ouais, bien sûr, je suis montée sur scène. Vous savez, moi, je suis hyper exhibe, donc dès que je vais à un concert quelque part, je monte sur scène. Oui, c'est tout à fait mon style. Elle pourrait faire partie de vos intimes, j'en sais rien. Et puis vous pensez pousser la chansonnette parce qu'un jour. Ah oui, je jette ma chemise dans la foule. Non, mais je vais. Enfin, ça, si vous voulez. Oui. Je sais pas, ça va encore. Non, je suis plutôt du genre petite souris, moi, timide. Non, je ne connais pas personnellement Zazie. Je suis complètement fan, mais non, j'étais parmi les spectateurs dans la salle et j'ai beaucoup apprécié, voilà. D'accord, mais je vous posais la question parce qu'un jour j'étais allé voir Dutronc au Zénith. Oui. Parmi ses copains, il y avait Vincent Lindon qui était venu chanter avec lui, donc c'est pour ça que je vous posais la question. Ah ben oui, mais c'est Vincent Lindon, hein. Oui, bon, et alors? Oui. Oui, c'est vrai. Non, j'étais. D'ailleurs, j'y étais avec Fifi, avec Philippe Chartier. Ah, très bien. Qui était, voilà, on y est allés tous les deux. Et lui, il est resté jusqu'à la fin du concert et moi, je suis venue vous retrouver pour l'émission. D'accord. Bon, c'est gentil de ne pas oublier vos liens. Oh attendez, je me vois bien dire non, je serai jusqu'à la fin du concert, c'est pareil, voilà, débrouillez-vous. Je vois bien la tête de Monsieur Oliven si je lui avais dit, écoutez, moi j'étais au concert de Zazie, vous faites sans moi, vous vous débrouillez. Oui, tout à fait, ça doit lui plaire. Oui, je pense que ça aurait beaucoup plu. J'imagine que demain matin, vous auriez eu un entretien. Je pense que demain soir, mon badge n'aurait pas été réactivé, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas. Non, mais bon. Ok, très bien. Bon, comment dire, oui, on s'est raté, là, ce soir. Mais c'est pas grave. Ouais. Et puis... à un moment, vous aviez, une dame au téléphone qui parlait, je crois, de sa nièce et je sais plus les difficultés qu'elle avait avec sa nièce, et elle parlait de cette distance qu'il faut avoir avec les événements, ce que je comprends parfaitement, mais simplement, je sais pas comment on arrive justement à faire cette distance, et j'expliquais à Siba, pour rendre une image, que c'est comme si on était sur un ring et que l'adversaire en face vous destine bien des coups et vous vous rendez compte que c'est bien à vous que s'adressent ces coups. Oui. Mais il faudrait simplement que, par une espèce de, de processus intellectuel ou je sais pas quoi, faire comme une opération de dédoublement et de dire finalement ces coups, à qui ils s'adressent? Non, c'est pas à moi, c'est à quelqu'un d'autre, et de telle sorte qu'on puisse avoir cette distance par rapport aux événements qui vous touchent. Qui vous sont destinés, mais tout en étant, comme je vous dis, en se dédoublant et en se disant, tiens, regardons ce qui se passe, quoi. Et ça, je ne sais pas comment on arrive à ce genre de choses.
Et je ne sais pas si vous le pratiquez, si vous y arrivez ou pas, mais voilà. Je ne sais pas si je m'exprime. Si, c'est clair, c'est très clair. Vous utilisez l'image du ring. Sur un ring, on met des coups, on donne des coups au sens propre et c'est... Enfin, c'est une image. Hein, oui, mais si vous voulez... Donc là, on les esquive pas. Là, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes dans des situations où vous vous retrouvez face à un adversaire et vous aimeriez qui vous agresse. Non. Alors, je m'exprime mal. Non. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ça peut être l'image du ring, mais d'un ring, mais ça peut être autre chose. Je veux dire, c'est simplement, il y a des choses qui vous arrivent. Et simplement, il faudrait... c'est comme si on était un peu le spectateur d'événements qui... Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Parce que je comprendrais mieux. Alors, disons, on pourrait parler, par exemple, d'une rupture amoureuse, ou je ne sais pas, d'une difficulté relationnelle avec quelqu'un, d'accord ? Et simplement, vous analysez ça comme si c'était un problème extérieur, que cette difficulté relationnelle, c'était pas la vôtre, c'était quelqu'un qui vous dit, tiens voilà, j'ai tel et tel problème, mais qui en fait correspond exactement à celui que vous rencontrez. Et vous êtes là, à l'analyser froidement. Ou alors, un exemple peut-être encore plus parlant, c'est comme au travail, si vous voulez, ou peut-être quand vous étiez étudiante, c'est-à-dire il y a de ça 15 jours, mettons, il y a quelque chose que vous ne compreniez pas, et puis vous appelez une copine ou un copain et vous lui dites, bon tiens, écoute, viens voir, j'ai un problème, là je comprends rien. Et la personne passe sa tête au-dessus de votre épaule et vous dit, écoute, regarde, voilà, le problème est là, ou la solution est là. Et voilà ce dont je parle. Et c'est comme si cette personne qui vient vous aider, c'était vous qui tout d'un coup, oui, d'accord, je comprends mieux. Voilà. Oui, c'est-à-dire sans être laissé déborder par ses émotions. Oh, oui, on pourrait dire ça comme ça aussi. Ouais. C'est-à-dire de toujours avoir... c'est-à-dire de garder une certaine distance. Oui, mais je ne sais pas comment ce genre de truc se met en pratique. C'est pas le plus simple, parce que il y a différents niveaux. C'est-à-dire que c'est déjà peut-être plus simple dans la vie professionnelle, parce que on est plus habitué dans la vie professionnelle où on est, on est plus dans un rôle, dans un personnage, c'est-à-dire que dans sa vie privée, où vous parlez d'une situation de rupture amoureuse, vous citiez cet exemple-là, où là on est touché de plein fouet, affecté, où là c'est très difficile d'analyser très froidement et de disséquer ce qui est en jeu. Oui. Dans les premiers temps, chacun va réagir. Je vais même prendre un exemple. Vous me demandez, même un psy qui vit une rupture amoureuse, il va pas disséquer les séquences en disant je ressens ça. Enfin, il va ressentir les choses, les vivre, les éprouver comme tout un chacun. Mais il va pas être dans faire une analyse de sa situation. Donc après. Parce qu'il y a toujours cette subjectivité qui fait qu'on ressent plus ou moins. Il y a des gens plus ou moins émotifs aussi. Oui. Il y a des gens qui ont plus ou moins de distance avec leurs émotions. Il y a des gens qui sont très à distance de leurs émotions. Pour qui ça peut être un problème d'ailleurs, parce qu'ils sont complètement coupés de leurs émotions. Oui. Et ça crée d'ailleurs des difficultés relationnelles avec leur entourage. Dans leur entourage personnel, familial, de couple, mais parfois même dans leur entourage professionnel, ils en paraissent comme des personnes froides, distantes, voire calculatrices. Ce qui ne sont pas forcément, ça peut être une carapace.
Et puis à l'inverse, on a des personnes qui, au contraire, sont extrêmement émotives, qui on a l'impression que vont se laisser complètement déborder. Alors on a après je dirais un peu un juste milieu où on a des émotions comme ça qui surgissent, mais on va savoir un peu contenir. Dans le domaine du travail, parce que c'est quand même important de garder une certaine maîtrise de soi, et dans le privé, si vous voulez, heureusement, quand même dans la sphère intime, on peut davantage se laisser aller à ce que l'on est auprès de ses proches, en principe. Oui, tout à fait. Parce que si on ne peut pas s'autoriser à être soi-même auprès de ses amis, auprès des êtres qui nous sont chers, où le pourrait-on ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors après, je ne sais pas, parce que vous dites, vous aimeriez savoir comment travailler un peu là-dessus pour peut-être avoir un peu rester un petit peu, distant. Travailler là-dessus, je sais pas, mais si vous voulez, c'est comme, un jour au travail, au cours, je sais pas, on a vu une formation sur, je sais pas, la gestion de crise ou des choses comme ça, et l'image qui m'est venue, je sais pas, vous en pensez ce que vous voulez, et j'ai dit que par exemple, quand on était un peu trop troublé, si vous voulez, ou débordé par vos émotions, pour employer une autre image, c'est comme si l'eau était troublée par la vase, et donc pour un moment y revoir clair, il faut que l'eau faut que l'eau se repose et que la vase redescende pour qu'à nouveau on retrouve un peu de clarté, de clairvoyance, appelez ça comme vous voulez. Et je m'étais dit que en ayant cette distance, si vous voulez, par rapport aux événements, ça évite justement à cette vase qu'on agite, de troubler l'eau de telle sorte qu'à la fin vous voyez plus. Vous comprenez ? Oui, mais la vase qu'on agite, elle est là, c'est-à-dire qu'en surface, effectivement, la vase, elle peut, ça peut s'agiter parce que on se baigne jamais dans des eaux. C'est jamais clair et tranquille. Il y a la vie fait qu'il va y avoir. La vie, c'est du mouvement et donc c'est de l'agitation. Parce que si c'est figé, on n'est plus dans la vie, c'est mort. Non, mais sans être. Pour moi, c'est pas nécessairement un synonyme de non-vie. C'est simplement le fait d'avoir une eau claire, de telle sorte que vous voyez au fond, je veux dire, pour prendre l'image, c'est comme si au fond de cette eau, tout au fond, vous aviez une pièce d'or ou je ne sais quoi. Et si vous la cherchez, si l'eau est agitée, tout d'un coup, il y a cette vase ou cette boue, etc., qui vous empêche de retrouver cette pièce et vous n'y voyez plus rien. Et si vous laissez un moment cette eau se reposer, la vase retomber, vous vous dites, ah tiens, cherchez cette pièce d'or, elle est là. Alors Olivier, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas parfois, c'est vrai, c'est une belle image. Il y a pas, mais aussi dans la boue, c'est aussi dans la vase, c'est aussi la partie immergée. C'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on dirait d'un point de vue psychanalytique l'inconscient. Et il y a des pépites d'or. Et puis, il y a des choses qu'on aurait peut-être moins envie de trouver, mais qui nous révèlent aussi des choses intéressantes de notre personnalité et bonnes à connaître. Et justement, quand vous dites comment aider, prendre un peu de la distance, peut-être être un peu moins débordé, mieux se comprendre, mieux se connaître, un travail sur soi aide considérablement à mieux se connaître. On trouve des pépites d'or, on trouve des choses qui parfois, effectivement, nous plaisent un petit peu moins, cette part d'ombre en nous, mais en tout cas, on se connaît mieux au final et quand on se connaît mieux, finalement, on cohabite mieux avec soi-même et donc avec les autres. En général. Ouais. Voyez, je crois que c'est ça, au final, qui est important. Voilà, c'est peut-être un petit peu la réponse une des pistes à votre question. Merci Olivier, au revoir. Caro Emerald, Night Like This. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.